Ok, alors du coup, je vous propose de commencer tranquillement la présentation. Je reprends mon PowerPoint. Bonjour, bonjour à tous qui nous avez rejoints. Alors, je vais juste ouvrir le chat vite fait. Euh, donc, aujourd'hui, un au top théorie numéro 3. Vous avez pu voir le sommaire. Effectivement, il y a eu des informations, des news sur la reprise, etc. Donc, j'imagine que vous avez tous envie de savoir. Vous pouvez consulter dans vos emails. L'Aéroclub a envoyé une petite explication supplémentaire par rapport à ce qu'a dit la Fédé. L'Aéroclub est en train de recevoir les infos de la fédération et on vous communiquera dès qu'il y aura des infos pour que tout le monde puisse bien comprendre comme il faut. Mais voilà, aujourd'hui, on va donc bien se concentrer sur ces 4 sujets-là et n'hésitez pas à poser des questions sur ces sujets. Donc le contenu de la séance, la première chose, les services de la circulation aérienne, un petit rappel sur les services de la circulation aérienne et les espaces aériens. Ensuite, Jean-Marc parlera des niveaux de vol. Ensuite, je parlerai arrivée et intégration sur terrain contrôlé en essayant de se focaliser sur nos 2 terrains contrôlés préférés que sont l'Équin et le Touquet. Et ensuite, on parlera d'une fonction supplémentaire du GTN. Donc, c'est pour un peu faire suite à ce dont on a discuté la semaine dernière. C'est Christophe qui était déjà intervenu il y a 2 séances, qui m'a demandé cette fonction, un peu plus de détails sur comment ça fonctionnait. Et Jean-Marc, visiblement, c'est une fonction que tu utilises, que tu montres aussi aux élèves. Oui, Donc, bien sûr. on en discutera un petit peu vu que je ne l'ai pas abordé la semaine dernière. Au niveau des services, c'est parti. Au niveau des services de la circulation aérienne et des espaces aériens, euh, il faut commencer par la base. Les organismes de la circulation aérienne vous rendent 3 types de services. Ils sont là pour vous, pour faire 3 choses. La première chose, le contrôle, l'information de vol et l'alerte. Le contrôle, c'est un service qui est rendu aux avions qui sont sous la charge de tel ou tel organisme. Avec le contrôle, ils sont responsables de prévenir les collisions entre les trafics. Ah, il y a marqué trafic, mais c'est trafic. Entre les trafics, régler et accélérer la circulation aérienne, prévenir la collision entre les avions et les obstacles. Et tout ça, ce service-là, ça se matérialise par l'éclairance et l'information de trafic qui est aussi rendue par les services de contrôle. L'information de vol, donc c'est un autre service, ça délivre toutes les informations utiles à l'exécution sûre et efficace des vols. Donc, c'est des informations météo, des informations sur votre direction potentiellement, sur le fait que vous allez rentrer dans telle ou telle zone, des informations de trafic pour vous prévenir. Voilà. Par exemple, l'ATIS, l'information météorologique des aérodromes contrôlés, c'est pas c'est pas un service de contrôle, c'est un service d'information de vol. Ce service d'information de vol, il est donc fourni par des organismes chargés du contrôle. Donc, je l'ai dit, les organismes de contrôle qu'on retrouve ici. Et ensuite, les organismes responsables des secteurs FIC, Flight Information Center, au sein d'une FIR. FIR, c'est Flight Information Region, ou les organismes responsables de secteurs SIV approche, si le secteur est confié à une grande approche. Enfin, le service d'alerte, c'est un service qui est fourni par tous les organismes de la circulation aérienne et qui a pour but de déclencher les services de recherche via les RCC, les Rescue Coordination Center. Donc, le service de contrôle ou d'information de vol avec qui vous êtes en contact, si jamais eux se rendent compte, ou si vous leur dites que vous êtes en panne, ou en mayday, ou si eux se réalisent qu'il y a un problème, ils sont en mesure de déclencher le service d'alerte qui va être coordonné ensuite par le RCC. Au niveau, maintenant, voilà, donc ça c'était vraiment la base, c'est ces 3 services-là. Au niveau de l'espace, de la répartition des différents services, des différents organismes,
Au niveau de l'espace inférieur, donc c'est vraiment ce à quoi nous on s'intéresse dans notre cas d'aviation de loisirs VFR, c'est-à-dire du sol jusqu'au FL 115. La première strate de l'espace aérien en métropole est composée des différentes FIR, FIC et SIV approche. J'ai remis ici la carte sur la métropole des différentes Flight Information Regions qui apparaissent autour de ces lignes bleues, lignes continues bleues. À l'intérieur de chacune de ces FIR, il y a des secteurs d'information de vol FIC, Flight Information Center, avec les frontières qui sont donc données avec des petits traits. Donc vous voyez, les FIC, c'est des régions supplémentaires à l'intérieur des FIR. Et ensuite, certains secteurs sont confiés à des organismes SIV approche, des secteurs d'information de vol. Donc voilà, la métropole est divisée en FIR, elle-même subdivisée potentiellement. Donc vous voyez, c'est le cas de la FIR de Paris ici et de la FIR de Marseille. Donc ces deux FIR-là sont divisées en secteurs d'information de vol FIC. Et ensuite, à l'intérieur de tout ça, il y a les secteurs d'information de vol SIV approche. Les limitations des SIV approche, on les retrouve notamment sur les cartes 500 millième, c'est ce qui est indiqué en vert. Donc là, SIV Lille, c'est un organisme qui vous délivre une information de vol. Mais vous voyez, le SIV de Lille, il est à l'intérieur. Enfin, à l'intérieur du SIV de Lille, on retrouve d'autres zones, des zones contrôlées. La seconde strate de l'espace aérien, c'est composé des régions de contrôle. Les régions de contrôle, ça contient les TMA, les CTR et les airways, AWY. TMA, ça veut dire Terminal Control Area. C'est des espaces aériens qui surplombent les aérodromes importants et de taille moyenne. Ça va être des zones dans lesquelles il y a notamment des approches et des départs IFR. C'est là que le trafic IFR qui arrive sur les gros aérodromes se situe. Les CTR, Control Zone, c'est des zones directement en contact avec un aérodrome situées sous une TMA. Donc, on parle souvent de cette image, c'est le gâteau de mariage inversé. Les différents gâteaux partent du gâteau qu'on inverse et ça remonte comme ça. Donc, cette CTR sous l'AD, et c'est là qu'on a les décollages et les atterrissages de tous les avions qui sont en circulation sur l'AD. Enfin, les airways, ça concerne les IFR, mais les airways peuvent avoir un plancher bas qui peut se retrouver sur votre trajectoire. Donc, vous pouvez regarder notamment quand vous préparez une nave, sur les cartes 1 millionième, si vous allez passer au niveau d'airway. Les airways, elles ont des planchers qui peuvent descendre jusqu'au FL65, donc on va discuter du FL juste après. Donc même si c'est de l'IFR, comme on en a discuté sur notre toute première visioconférence, les IFR, on peut se retrouver avec eux dans le même espace qu'eux, donc il convient de faire attention à ces zones-là. Enfin, chaque région de contrôle a comme caractéristique secondaire la classe. Et en fait, la classe, elle va être définie selon le degré du trafic, s'il y a beaucoup ou pas beaucoup de trafic et quel type de trafic il y a dedans. Et c'est cette classe qui va régir les conditions d'utilisation de l'espace aérien, de la région de contrôle. Donc, on retrouve ici les différentes classes d'espace que vous connaissez bien, avec ensuite ce qui sert à... je regarde s'il y a un pointeur. Non, il n'y a pas de pointeur. Ce qui sert pour l'utilisation, la description de leur utilisation. Donc, les classes C, les vols VFR sont admis. Il y a un service de contrôle à l'intérieur. Et ce service de contrôle va vous donner des informations de contrôle pour la séparation entre les VFR et les IFR, des informations de circulation. Et ensuite, il va aussi vous donner, va vous rendre un service d'information et d'alerte. Et dans cet espace de classe C, ce qui est obligatoire, c'est la radio, et il y a des clearances qui seront rendues.
et des clearances pour pouvoir pénétrer. Tout espace en dehors des régions de contrôle, c'est un espace aérien de classe G. Dans la classe G, vous pouvez, donc la classe G, vol admis VFR, pas de service de contrôle et des services d'information et d'alerte. Et le service d'information, vous voyez, c'est marqué en dessous, c'est s'il est demandé par le pilote. Donc, si vous vous retrouvez dans une zone, je reviens un tout petit peu en arrière sur la carte, voilà, par exemple par ici, où il n'y a pas de service de contrôle, vous êtes en espace aérien de classe G, vous êtes tout à fait en droit de demander un service d'information. Et enfin, dans ces classes G, pas d'obligation de radio et de clearance. Voilà, j'espère que la personne qui a demandé un petit peu de détails sur le fonctionnement des espaces aériens, les différentes, la signification des différentes termes des espaces aériens a pu avoir des explications. Si j'ai pas été clair, n'hésitez pas à réagir un petit peu dans le chat. On pourra y revenir si on a un peu de temps vers la fin. Et enfin, simplement en guise de conclusion, peu importe où vous êtes, vous pouvez toujours contacter un service pour obtenir des informations et ainsi améliorer la sécurité de votre vol. On a la chance en France d'avoir des bonnes couvertures radar, donc à part si vous êtes bas, vous aurez régulièrement des gens, des organismes qui peuvent vous voir au radar et qui peuvent vous fournir des informations de vol et des informations de météo. Des fois, on ne pense pas à leur demander, mais vous pouvez tout à fait demander si vous êtes loin d'un aérodrome, vous n'entendez pas la tisse du Touquet parce que vous êtes loin, vous pouvez demander au service OSIV de Lille de vous relayer l'information météorologique du Touquet. Voilà pour moi. J'espère que j'étais assez clair. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je vais passer la main à Jean-Marc. Ok, bonjour à toutes et tous. En ce 1er mai, où tout le monde est parti en week-end. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? On voit altimétrie, altitude de transition, niveau de transition, un altimètre et la VDIN. Ça va, c'est le bon écran. Bon, donc on va parler de niveau de vol. Les deux altimètres classiques qui sont d'une part l'altimètre à aiguille et puis maintenant les altimètres qu'on a dans les EFIS. Vous voyez ma souris aussi, non? Oui. Oui. Bien. Et donc, quand on a un EFIS, l'altimètre il est à ce niveau-là et le calage altimétrique est là, la fenêtre de calage. Bien. Donc, on va parler un petit peu de. On va pas refaire toutes les notions d'altimétrie, on va reparler un petit peu de notions de base. Alors, donc, on va commencer par parler de hauteur, d'altitude et d'altitude-pression. Donc, soit un brave aéronef qui est en train de voler. Alors, si on a un aérodrome qui est situé là, sur une certaine surface en altitude, la référence altimétrique au niveau du calage s'appelle le QFE, c'est-à-dire que si on règle l'altimètre quand on est au niveau de l'aérodrome à 0 pied, l'indication qu'on va avoir dans la fenêtre barométrique est le QFE. Le QFE, maintenant, on ne l'utilise plus, sauf exception. En revanche, dans certains ATIS, il passe encore le Fox Echo, en plus du QNH. Les 15, ça leur arrive, au seuil de la piste 26 notamment. Dans ce cas-là, on parle de la hauteur de l'aéronef par rapport donc à la surface. Le QNH, c'est la valeur de la pression qu'on va avoir donc au niveau de la mer. Et dans ce cas-là, pour l'avion, on va parler d'altitude. Et puis, il y a une troisième notion qui est importante, qui est la référence donc, de pression pour l'atmosphère ISA, qui est 1013,25 hectopascal. Et dans ce cas-là, on parle d'altitude-pression pour l'avion.
D'accord? Ce qui fait qu'on va retrouver certains acronymes du type AAL, Above Ground Level, SFC, Above Surface, et Above Ground Level. Pour l'altitude, on va trouver AMSL, Above Median Sea Level, et l'altitude pression, on va être en Flight Level. Donc on va être là en niveau de vol. Alors si tout dépend si on se retrouve en espace aérien non contrôlé ou en espace aérien contrôlé. En espace aérien non contrôlé, c'est très facile. Il y a une surface qui est hypothétique, qui est 3000 pieds au-dessus de la surface ou au-dessus du niveau de la mer. En dessous de cette surface, on cale l'altimètre au QNH et la circulation est entièrement libre dans toutes les directions. Il n'y a pas de consignes particulières en ce qui concerne le cap et l'altitude. Si on est au-dessus de 3000 pieds surface, on passe au calage altimétrique 1013 hectopascal, et dans ce cas-là, on va être en niveau de vol, et on va appliquer la règle de la demi-circulaire que vous connaissez tous, c'est-à-dire que si on va du cap 0 au cap 179, on prend les niveaux de vol impairs, puisque c'est vers l'Italie, et puis du cap 180 au cap 359, on prend les niveaux de vol pair plus 5, puisqu'on est du côté du Portugal. Oui, j'ai oublié de dire, pour les niveaux impairs, c'est impair plus 5, donc 55, 75, 95, etc. Et les autres, donc 45, ainsi de suite. Alors en revanche, lorsqu'on va être en espace, donc toujours en espace aérien non contrôlé, tiens, on va faire un petit exercice. On considère un aéronef donc, qui était à verticale d'un lieu de hauteur 800 mètres, avec un QNH local de 1000 hectopascales. Question, quel est le premier niveau de vol possible? Bon, écoutez, je reviens dans 5 minutes. Alors, on va le faire ensemble. La surface, eh bien, au niveau de la mer, on a un QNH de 1000 hectopascales. Le sommet est à 800 mètres d'altitude. Allez, on va se dépêcher de convertir 100 pieds, c'est-à-dire 2640 pieds. Puisqu'on va parler de niveau de vol, on va mettre la surface 1013 hectopascales, qui est bien entendu en dessous, puisque la pression diminue quand on s'élève et elle augmente quand on descend. Donc là, la surface 1013 hectopascales est en dessous du niveau de la mer. Et donc, on a entre la surface 1000 hectopascales et l'isobar 1013, on a 13 hectopascales. Et comme vous vous souvenez qu'on a démontré il y a quelque temps qu'un hectopascal, c'était 28 pieds, ça nous fait 364 pieds. Par conséquent, donc, on va avoir 2640 et 364, donc à peu près 3000 pieds, auxquels on va rajouter les 3000 pieds. Et donc, le premier niveau de vol possible, donc ça fait un total de 6000 pieds, donc le premier niveau de vol possible va être le FL65. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Bien. Si maintenant on se retrouve en espace aérien contrôlé, la donne est un petit peu différente. La première chose qu'on va avoir, c'est l'altitude de transition, transition altitude. Donc un aéronef qui est en montée passe en fait du QNH local au calage 1013 à l'altitude de transition. C'est généralement 5000 pieds, sauf quand ça ne l'est pas. La donnée est donnée, donc si ce n'est pas 5000 pieds, généralement la donnée est donnée sur la carte au millionième. Par exemple, donc là ce sera en montée, et pour la carte de ce week-end, donc vous voyez qu'on est très près de l'île, pas l'île Marc, une autre, l'altitude de transition est donnée et elle est de 6200 pieds. Donc là, on n'a pas les 5000 pieds, puisqu'on a dans les TMA de Calvi et les TMA de Bastia, une altitude de transition qui est indiquée sur la carte au millionième. Le niveau de transition, transition level, est en descente. Un aéronef donc, va passer du calage 1013 hectopascales au QNH local en passant le niveau de transition. La valeur du niveau de transition va dépendre du QNH et va dépendre de la valeur de l'altitude de transition, puisque le niveau de transition est toujours supérieur à l'altitude de transition.
Donc, c'est le niveau supérieur à l'altitude de transition, arrondi au millier de pieds, par exemple, le plus proche. Ça peut être donné par lattice. Charles de Gaulle, information Golf, enregistrée à unité de 00, UTC. Approche Saint-Whisky, ILS 27 gauche. Atterrissage 27 gauche. Décollage 27 gauche. Itinéraire de départ prévu, 3 alpha, 3 Zulu, piste 26 gauche et piste 26 droite fermée. Piste mouillée. Niveau de transition, 7-0. Voilà, donc ça, dans lattice, j'espère que vous avez entendu, dans lattice, il passe donc à Charles de Gaulle un niveau de transition qui est le niveau 7-0. D'accord? Donc, le niveau de transition, je rappelle, en descente. Donc, altitude de transition en montée, niveau de transition en descente. Petit exemple, supposons donc qu'on ait une altitude de transition de 5000 pieds, un QNH de 1003 hectopascales. À la surface, on a un QNH de 1003 hectopascales. L'altitude de transition, 5000 pieds. 1013 hectopascales, donc comme tout à l'heure, en dessous de 1003 hectopascales. Le delta entre les deux, 10 hectopascales, soit 280 pieds. Ce qui fait qu'on va avoir 5280 pieds pour l'altitude de transition. Et donc, le niveau de transition qu'on va pouvoir avoir est le plus proche au-dessus, et donc ça va être le FL 60. Ça veut dire qu'entre les deux, entre l'altitude de transition qui est à 5000 pieds QNH et le FL 60, on va avoir 720 pieds. Et ces 720 pieds correspondent à ce qu'on appelle la couche de transition. Dans la couche de transition, son épaisseur est au maximum de 1000 pieds. Pas de vol en palier dans cette couche, elle n'est faite que pour être traversée. Donc, soit en montée, soit en descente. Montée, passage de l'altitude de transition au niveau de transition. Descente, passage du niveau de transition à l'altitude de transition. Donc, les calages du QNH à 1013 et de 1013 au QNH local. Deuxième exemple, toujours une altitude de transition de 5000 pieds et un QNH maintenant assez élevé de 1033 hectopascales. Surface, QNH 1033 hectopascales, notre altitude de transition à 5000 pieds, toujours la référence des 1013 hectopascales. On a donc 20 hectopascales, c'est-à-dire 560 pieds, entre le QNH et l'altitude et l'isobar à 1013. Donc, par rapport à 1013 hectopascales, on a 4440 pieds pour l'altitude de transition. En ce qui concerne le niveau de transition, c'est le premier au-dessus, donc ça va être le FL 50. Et donc, on a une épaisseur de la couche de transition, dans ce cas-là, qui est de 560 pieds. Un petit exemple pour conclure. On suppose donc que c'est une diapo que j'ai trouvée sur Internet, qui me paraît quand même qui peut être intéressante. Donc, un vol toussu, le Touquet. Toussu est à l'altitude de 538 pieds, l'altitude donc du Touquet est de 21 pieds. Si on démarre à Toussu avec une altitude de transition, admettons, de 5000 pieds, et qu'on souhaite voler au FL 0,65, eh bien, lorsqu'on va franchir l'altitude de transition en montée, on va passer du QNH au calage 1013 et on va voler au FL 0,65. Alors, on a supposé, bien entendu, qu'entre les deux, ça correspondait à un vol horizontal, mais ce vol, il n'est pas nécessairement horizontal, puisque la pression n'est pas nécessairement la même entre Toussu et le Touquet. Donc, votre altimètre lui indiquera tout le temps la même chose, mais votre altitude par rapport au sol ne sera pas nécessairement la même, même si le sol était horizontal. Si, quand on est sorti des zones de contrôle, donc sorti des TMA, on se trouve au-dessus donc, des 3000 pieds dont on a parlé tout à l'heure, si on se trouve en espace aérien non contrôlé, on va se caler à 1013 hectopascales et 6500 pieds à l'altimètre, donc on sera au FL 0,65. Lorsqu'on va arriver au Touquet, eh bien, si, comme c'est représenté dans le dessin, l'altitude de transition est située au-dessus, ça pourrait éventuellement arriver,
On restera donc dans ce cas-là à 1500 pieds, on sera calé au QNH local. Donc pour résumer, si on est en dessous de 3000 pieds en croisière à l'altitude libre et on est au QNH local, si on est au-dessus de 3000 pieds, on se met dans une TMA, ce sera la semi-circulaire et au QNH local, et au-dessus de l'altitude de transition, ce sera la semi-circulaire et on se mettra en niveau de vol, c'est-à-dire calage 1013 hectopascal. J'espère avoir répondu à la question qui était posée. Alors, si vous avez des questions, même remarque que celle que vous êtes, Thomas. Alors, Jean-Marc, c'est super. Il y a deux questions, enfin une remarque et une question dans le chat. La première, donc pour voler au niveau de vol, c'est obligatoire de changer. Alors, le QNH, en fait, on ne change pas le QNH, on change le paramètre de pression, de référence de pression de notre altimètre. Et on change, on passe comme référent de pression du calage QNH, qui est un calage relativement local, à un calage 1013, qui est un calage de moyenne que tout le monde va utiliser pour les niveaux de vol. Donc, on ne change pas, voilà, on change, le QNH, c'est une valeur précise. On ne change pas le QNH, on change notre valeur de calage de pression de notre altimètre. Ensuite, Jean-Marc, la deuxième chose. Oui, oui. Donc, si on rentre en FL35 en classe G du Touquet, eh bien oui, on serait donc en niveau de vol. Alors, on va donc vers l'est. Et donc, ouais, le 35, ça marche, ouais. Et qu'on pénètre la TMA de Merville, bien sûr, on passe au QNH local, tout à fait. Puisqu'on est en dessous de l'altitude de transition. Ouais. Ok. Est-ce que les personnes. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Est-ce que HP et Jean-Michel, ça a pu répondre à vos questions? On a pu bien expliquer ce que vous vouliez. N'hésitez pas à dire. Du coup, je vais reprendre la main en attendant s'il y a d'autres questions. Hop, zut. Share screen. Diaporama. Share. Alors, arrivée et intégration sur terrain contrôlé. D'ailleurs, terrain contrôlé et eux, c'est pas terrible. J'essaierai de faire un effort sur l'orthographe quand on vous enverra les slides. Je ferai une passe orthographe. Donc, l'arrivée et l'intégration sur un terrain contrôlé, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser, entre guillemets. Ou si, plus vous vous posez de questions, plus vous anticipez, mieux c'est. L'intégration et l'arrivée sur un terrain contrôlé, ça va être géré par le contrôleur du dit terrain. C'est lui qui va vous dire « allez là, allez là ». La meilleure façon de ne pas être surpris par ce que va vous dire le contrôleur, c'est de préparer, d'étudier le terrain avec les cartes. La première chose, vous pouvez étudier l'environnement du terrain avec la carte 500 millième. Puis la VAC. Et avec la VAC, de l'Atlas VAC, on étudie bien les cartes, mais on étudie bien aussi ce qui est noté dans les informations qui suivent les deux cartes. Si vous avez, n'hésitez pas à prendre les VAC de Lille et du Touquet devant vous. Je vais les montrer un petit peu après, mais si on se souvient, pour Lille et pour l'Équin et pour le Touquet, les terrains sont entourés par une CTR, donc on a vu ce que c'était, ainsi qu'une TMA qui surplombe chacune de ces CTR. Sur la VAC, on retrouve cette info, entre autres avec deux fréquences qui nous sont proposées, une fréquence approche et une fréquence tour. Donc, sur le Touquet, vous voyez, à gauche, c'est un encart de la 500 millième et à droite, c'est la VAC. On voit ce premier cercle en bleu un peu foncé, qui est la CTR, qui part du sol jusqu'à 2000 pieds. Et ensuite, on a une TMA au-dessus, qui part, elle, de 1500 pieds jusqu'au FL65. Donc, voilà un petit peu l'histoire du gâteau de mariage inversé. La CTR
plus petite et au sol, se situe au sol jusqu'à 2000 pieds. Et la TMA, un petit peu plus grande, commence au-dessus du sol, à 1500 pieds, et va jusqu'au FL 65. On retrouve cette info sur la VAC aussi. L'Équin, c'est pareil. La CTR est ici, du sol jusqu'à 2000, et on a une TMA de 1500 pieds jusqu'au FL 115. Ici, elle est une autre TMA qui est à 2500 pieds jusqu'au 115, etc., etc. Et on retrouve pareil sur la VAC, la CTR. En vol, donc voilà, donc le fait de vraiment préparer vos arrivées sur la carte 500, avec la carte 500 millième et la VAC, ça va vous permettre de vraiment anticiper tout ce qui va se passer. En vol, ensuite, avant d'arriver et de contacter la fréquence approche du terrain ou la fréquence tour, il vous faut prendre connaissance des différentes informations du terrain, la météo, la piste en service, les dangers à la circulation. Tout ça, c'est avant de contacter l'approche ou la tour via le service de l'ATIS. Donc, sur la carte du Touquet, on a la fréquence approche, qui est la fréquence de la zone de la TMA, la fréquence tour, qui est la fréquence de la CTR, et la TIS, 123-130, qui est la fréquence qui va nous donner des informations sur la situation actuelle, sur ce qui se passe vraiment sur le terrain. On l'a entendu tout à l'heure, la TIS de CDG, la piste en service, la météo sur place, etc. Si vous arrivez au terrain à une altitude qui va vous faire pénétrer la TMA, il vous faut contacter la TMA directement, notamment si c'est comme à Lille, on verra tout à l'heure, des TMA qui sont des classes où il faut absolument une clearance, des zones où il faut absolument une clearance pour rentrer. Sinon, si vous n'allez pas pénétrer dans une TMA, vous pouvez contacter directement la tour avant d'entrer dans la CTR. Ensuite, selon votre position et le trafic, le reste du trafic dans la circulation de l'aérodrome, le contrôleur décidera à quel endroit il vous dirigera sur le tour de piste. Donc, les deux cartes, je vais passer à la slide après. Beaucoup de gens posent les questions, vous êtes nombreux à vous poser les questions, les petits points éco alpha, etc., qu'il y a beaucoup sur ces terrains-là. Est-ce que je suis obligé d'y passer? Ces points, ils sont expliqués dans la carte, dans la VAC, dans le détail de la VAC. Ce sont des points de compte-rendu VFR spécial. Et ils définissent ensuite, les lignes continues ici entre chaque, des itinéraires VFR spécial. Donc VFR spécial, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une possibilité de vol dans des conditions météo dégradées qui sont vraiment très réglementées. Ce sont des points repérés par des grands, qui sont très repérables, facilement repérables au sol. C'est des usines, des gros échangeurs d'autoroutes, des choses comme ça. Et le détail de ce repère est donné encore une fois dans la VAC. Ce n'est pas obligatoire de prévoir votre trajectoire VFR par ces points, mais c'est des points qui peuvent vous être imposés par le contrôle à tout moment. Les contrôleurs aiment bien, ils vont vous dire rejoignez Eco Alpha, puis intégrez en début de vente arrière. Par exemple, c'est la piste 13 au Touquet en service, et vous arrivez de Lille, là, de ce côté-là, ils peuvent vous dire rejoignez Eco Alpha et vous intégrez en début de vente arrière. C'est pas obligatoire. Vous pouvez lui proposer une autre stratégie si vous le souhaitez, mais c'est quelque chose qu'ils peuvent vous demander et vous imposer à tout moment. Si vous faites du vol de nuit, entre autres, c'est des choses qu'ils aiment bien faire. Ces itinéraires, ils sont là pour une chose, c'est qu'ils sont faciles à faire, ils sont faciles à remarquer, donc à prendre en vol. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Et surtout, préparez-vous à pouvoir les rejoindre à tout moment, parce que ce n'est pas quand vous serez en train d'arriver vers la CTR qu'il vous dit rejoignez le point éco, qu'il faut chercher où c'est qu'il est le point éco et qu'il faut ne pas savoir le rejoindre. Donc, repérez-les, sachez par exemple les afficher rapidement sur votre GPS. On en a parlé la semaine dernière. Pour aller les rechercher, entraînez-vous à aller les chercher rapidement sur le GPS pour les rejoindre rapidement et naviguer vers eux rapidement.
Mais néanmoins, sachez les rejoindre à l'estime aussi, hein, avec un petit cap, un petit report de VOR, etc. Voilà pour le Touquet. Au niveau de l'Équin, la CTR, nous, on navigue sur le côté en dessous de la TMA quand on va au sud, mais si vous allez vers l'Équin, si vous êtes plus haut que 1500 pieds, vous devez absolument appeler cette TMA, et c'est la fréquence approche. Vous avez la fréquence ATIS qui va vous permettre de connaître la piste en service, etc. à l'Équin, le vent, très important, évidemment, et voilà. Et ensuite, quand vous êtes à 1000 pieds et que vous appelez pour pouvoir rejoindre, c'est la tour qu'il vous faut appeler tout de suite. La tour de contrôle de l'Équin va vous donner des consignes, des clearances pour pénétrer dans la CTR et des consignes pour rejoindre telle ou telle tour de piste. Ils aiment bien de prévoir de passer par novembre ou les autres points. C'est pas obligatoire, encore une fois, ce sont des points de VFR spécial et d'itinéraire de nuit, mais ils aiment bien quand on passe par là, c'est très facile d'y passer et ça vous permet de rejoindre très facilement la piste. Donc n'hésitez pas à les utiliser. L'aviation de loisirs, le parking et les hangars que l'aéroclub utilise notamment à l'Équin sont situés au parking Eco. Et quand vous les contactez, la tour de l'Équin vous dirigera vers la piste 1901, la petite piste ici, parce que c'est la plus facile pour rejoindre ensuite le parking Eco. Vous avez bien évidemment le droit de vous poser en 26 comme le pilote d'A320 que vous êtes. C'est à vous simplement de bien anticiper les différentes trajectoires à faire. Consultez bien les cartes vagues, consultez bien les 500 millièmes pour repérer où se situe le tour de piste, où se situent les branches de base. Donc souvent, on arrive de ce côté-là, une base main droite, et ils nous disent reportez-vous base main droite. Et voilà, il faut vraiment bien visualiser votre trajectoire en anticipation. Voilà, la clé de l'arrivée sur les aérodromes contrôlés, c'est vraiment la préparation et l'anticipation. C'est comme ça que vous ne serez pas surpris par ce que va vous dire le contrôle. Voilà, j'espère qu'avoir un petit peu rappelé des choses, fait découvrir des choses à vous tous sur les aérodromes contrôlés. Je consulte alors les petites chats sur le FL 035 de Touquet au retour, la transition altitude 5000 pieds à LFAT. J'ai pas de millionième devant moi, Nathalie. Si tu en as une, n'hésite pas à nous montrer. 5000 pieds. Ouais, c'est 5000 pieds, ouais. Ouais. Ok. Ensuite, Jean-Michel, je comprends pas ce que tu dis. 120 jours, on est hors TMA avant d'arriver au FL 35. Oui, bon. Et est-ce courant d'avoir une TMA et une CTR imbriquées verticalement? Oui, c'est souvent que les espaces se referment un petit peu. Ça permet vraiment au contrôle, au vol IFR de pas se retrouver en espace non contrôlé. C'est généralement comme ça, oui. Voilà, si pas d'autres questions, je vais passer à la fonction visuelle du GTN. Si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez évidemment démarrer vos simulateurs comme je vous l'avais montré la dernière fois. Je vais essayer, alors stop sharing, ok. Je vais essayer de partager mon GPS. Comment ça va marcher? Share. Alors là, ça affiche ça. Ah, c'est pas mal. Attends. Alors, simplement, la fonction visual, en fait, c'est une fonction que vous pouvez utiliser. Alors, juste, je vous demande 2 secondes. Je prépare mon écran pour bien pouvoir vous expliquer. C'est une fonction que vous pouvez utiliser lors de la phase d'approche, notamment. Ça vous permet d'utiliser le GPS pour augmenter une des compétences pilotes qui s'appelle la COS, la conscience de la situation. Alors là, je suis où? On va le mettre simplement en LF. QQ, tac, Enter. Hop, je le fais rapidement.
Voilà, je le mets comme ça. La fonction visual, vous pouvez l'obtenir quand vous cliquez sur un terrain depuis la carte. Vous voyez, j'ai le petit icône visual qui s'est affiché ici. Ou alors, cette fonction, elle apparaît quand on est dans un rayon de 10 nautiques autour du terrain. Donc là, par exemple, je vais me mettre l'avion à cet endroit-là, peut-être un tout petit peu plus proche. Je vais faire un direct to sur QQ. Voilà. Donc là, je suis en vol vers l'Équin. Et comme je suis à moins de 10 nautiques, il m'a affiché un petit icône visual. Je clique dessus. Il me propose d'activer un axe par rapport à une des pistes. Donc sur l'Équin, il y a 4 pistes. On veut atterrir en 19. Donc je clique sur la 19. Il calcule, il me propose un guidage. Et comme il le dit bien, on y reviendra vite fait ensuite, c'est un guidage d'information. Et ce n'est pas un guidage qui vous donne une clearance ou quoi que ce soit par rapport au relief ou par rapport aux obstacles. Donc c'est simplement pour augmenter votre conscience de la situation, augmenter toutes les infos que vous pouvez avoir. Il vous met par défaut un glide path, donc un plan de descente de 3 degrés avec un touchdown height, c'est threshold height, donc l'altitude du peigne à 50 pieds. Et donc, il a matérialisé un axe qui est sur la piste, qui est dans le prolongement de la piste. Et donc, c'est assez rapide, c'est assez pratique pour vous permettre de visualiser la façon dont vous allez vous rapprocher de cet axe. Il ajoute un point de 3 nautiques. Et voilà, donc c'est vraiment une bonne façon de vous aider de vous donner un support pour avoir un écart par rapport à l'axe. Donc, si on regarde sur votre défaut nav, voilà, il vous donne un écart par rapport à l'axe de la piste. Et sur votre CDI, il va vous donner aussi, je vais juste reprojeter l'autre, New Share. Donc sur le CDI, donc simplement cet instrument qui sera déporté sur nos ordis, il vous mettra aussi, il peut vous mettre donc l'écart avec la barre blanche et avec la barre magenta et votre écart par rapport au plan. Si jamais il vous laisse le fait d'avoir un plan. Je remonte juste la présentation parce que j'avais mis un CDI. Donc, sur votre CDI, vous aurez ça. Vérifiez bien que vous avez bien mis la bonne piste, c'est bien le bon course. Voilà, c'est une aide supplémentaire pour vous aider à visualiser l'axe et le plan. C'est voilà, la priorité, toujours regarder dehors. Et ensuite, faites attention aux menaces habituelles du GPS. Pas d'information de NOTAM. Si la piste elle est fermée et que vous n'en êtes pas rendu compte par le NOTAM, parce que vous avez mal consulté les NOTAM, ce n'est pas le GPS qui va vous le dire, ce n'est pas cette fonction visual qui va vous le dire. Et ensuite, faites attention à l'autre erreur, menace qui vient du GPS, pardon, la menace qui vient du GPS, c'est la mise à jour de la base de données. Par exemple, Christophe, qui m'a demandé de présenter cette fonction et de donner des détails sur cette fonction, a remarqué sur le simulateur de Garmin certains axes de piste. Donc le 171 ici pour la 17. Du coup là c'est pas l'Équin, c'est Bondu. Mais le 171, si vous consultez la VAC, c'est pas le vrai axe. Je crois que maintenant c'est 172. La piste 17, l'orientation de la piste 17, c'est 172. Donc ça veut dire qu'il y a eu potentiellement, il y a eu un changement de déclinaison magnétique et qu'ils ont rechangé l'axe de piste. Et dans la base de données Garmin, c'est pas mis à jour. Donc toujours faites très attention à ça quand vous entrez des axes. Voilà, c'est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux aussi vous donner la parole sur des questions par rapport à cette présentation. Je vois que Francis, tu souhaites poser une question, oui ?
Oui, j'ai deux choses à demander. Pour le guidage d'information d'axe de piste, on peut obtenir la même chose avec l'OBS. Absolument. Ça, c'est pratique aussi. Pour Absolument. finale très loin d'un terrain, on a l'axe de la longue finale et on peut y arriver bien en avance. Absolument, simplement l'OBS, ça te demande, excuse-moi de te couper, en fait, le visual, c'est exactement une fonction d'OBS. Simplement, l'OBS, ça va te demander de régler l'axe, alors que le visual, ça te met tout de suite l'axe de la piste que tu as sélectionnée. Donc, ça t'enlève une manip supplémentaire et ça t'enlève une erreur supplémentaire de ne pas mettre le bon axe. Bon, et alors, deuxième chose, quelles sont les conséquences d'un dépassement du délai d'entretien ou de visite d'une 50 heures ou d'une 100 heures liées au problème de déplacement secondaire à l'épidémie? Jean-Marc? Oui, alors, je commence par te répondre là-dessus, Francis. Il y a un allongement sur les durées d'entretien. C'est sorti dans ce qu'on vous a fait parvenir de la Fédé, si je ne dis pas de bêtises, pour l'entretien mécanique. Les déplacements en parallèle, les déplacements vers les ateliers ou en provenance des ateliers sont autorisés depuis le début du confinement, sous réserve de déposer un plan de vol et d'avoir un justificatif, c'est-à-dire une visite prévue. Mais les déplacements par la voie des airs sont parfaitement autorisés. Ça répond à ta question, Francis ? Alors, la question est la suivante pour moi. J'ai un avion qui est dans un hangar à l'Équin. Mon mécanicien est dans le parking éco. Je ne sais pas d'ailleurs s'il travaille actuellement. Est-ce que j'ai le droit d'aller faire un tour en avion en disant je vais faire 2 tours de piste pour faire tourner un peu le moteur qui n'a pas tourné depuis un mois et demi? L'autorisation que tu as, c'est si tu vas d'un point A à un point B. Ah oui, d'accord. Et que A est ton lieu en garage et le point B est l'atelier de mécanique, ou le contraire. Sinon, tu as l'autorisation au sol de faire tourner ton moteur 20 minutes par mois. Au sol? Oui, mais c'est pas très bon. Enfin, on dit que l'idéal, c'est de voler 20 minutes. Enfin, c'est ce que j'avais. Bon, alors, dans ce cas-là, c'est pas autorisé par la loi normalement. Il faudrait que tu puisses justifier, je sais pas moi, d'un autre atelier d'entretien ou quelque chose comme ça pour pouvoir déplacer l'avion. D'accord, oui, ok. Mais regarde, dans ce qui a été communiqué par la Fédé aujourd'hui, en ce qui concerne les butées mécaniques, il y a quelque chose là-dedans. D'accord, on regardera ça. Ok, merci. Donc, alors, Romu, qu'est-ce qu'il dit? Petite question concernant la prorogue de qualif prolongée. Est-ce que ça signifie que les 12 heures en tant que CDB dans les 12 derniers mois s'étaleront du 1er janvier au 31 décembre? Ben, c'est une très bonne question, Romu. Merci de l'avoir posée. Mais oui. En fait, c'est ça. Oui, oui. Enfin, moi, si je dis pas si j'ai compris, c'est ça, c'est que la qualif ta SEP, si elle se terminait au 15 juillet et que au 15 juillet, t'as pas eu le temps, au 15 juillet 2020 et au 15 juillet 2020, t'as pas eu le temps de faire tes 12 décollages atterrissages, il y a une prolongation, donc c'est 8 mois, si je dis pas de bêtises, de cette qualif SEP, sous réserve d'avoir un petit papier d'un instructeur. On est en train d'étudier ça, mais la prolongation de cette qualif-là, elle sera sous réserve d'une autorisation d'un instructeur, en fait. Lisez déjà tout ce qu'on vous a fait parvenir de la part de la Fédé. Là, il y a de la lecture, hein. Il y a de quoi faire. Et j'insiste, je l'ai dit au début et je le redis maintenant, en ce qui concerne les vols à compter du 11 mai, c'est encore au conditionnel, hein. Donc, on espère que, et à mon avis, on en saura plus le 7 mai. Et je rebondis sur ce que tu disais, Thomas.
À propos du visual et puis des points, c'est Vincent qui m'a communiqué l'info. Les points VFR jour et VFR nuit sont différents. Les points de report. Ils ne sont pas nécessairement les mêmes. Sur les VAC et tout ça, tu veux dire? Oui, dans le guide VFR où on a dans le supplément, tu sais, Ouais. il y a des itinéraires nuit. Voilà, il y a des itinéraires nuit Oui. et les points ne sont pas nécessairement les mêmes. Ah oui, non, c'est pas les mêmes, effectivement. C'est vrai que ces points-là sur les VAC, c'est plutôt des points de VFR spécial et pas franchement des points de VFR de nuit. Okay. Et concernant la fonction visual de nos GPS, ce n'est pas un ILS. Hein. Donc, elle est intéressante parce qu'on a un glide slope, mais c'est pas certifié comme étant un ILS et donc c'est hors de question de s'en servir. Non, absolument, c'est une aide. C'est avant tout une aide. Et le GPS est quand même bien foutu parce qu'il y a des terrains où c'est inactif. C'est-à-dire que si dans la zone d'arrivée, il y a des obstacles, on n'a pas la fonction visual. Et, on en discutait avec Vincent, et Vincent, on a fait l'expérience en Norvège, en région montagneuse. Et moi, j'ai déjà vu ici sur des terrains dans la région, où je ne sais plus où, mais il n'y a pas moyen d'activer la fonction visual. Ok. Et quand même. Du coup, alors il y a une question. Qu'est-ce que sont SIC et TML? Je ne retrouve plus. Ah voilà, limitation dans le temps. SIC, voilà, c'est des contraintes qui rajoutent sur les licences médicales qui sont liées à certaines maladies, certaines pathologies. De la même façon, quand le médecin aéronautique voit que vous avez des lunettes et évalue votre vue et qui met, je crois que c'est VDL quand il y a des lunettes. VNL. Moi, j'ai ça sur ma visite. VNL. Voilà, c'est une limitation supplémentaire pour la classe médicale. Voilà. Et donc, ces deux limitations-là, c'est pareil pour les pros sur les classes 1, ça ne fait pas prolonger les visites médicales. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à redire. Si des gens veulent intervenir, n'hésitez pas. Merci encore de votre attention. Et donc, comme je l'ai dit sur le chat, on refera une nouvelle présentation vendredi 8 mai que je vais commencer à préparer. Je vais essayer de la faire la moins laborieuse et la moins embêtante possible parce que je sais que c'est un sujet qui est un peu rasoir de temps en temps. On essaiera de parler de documentation. Et notamment, on parlera manuel d'exploitation du club, manuel de vol et de carnet de route. Donc, j'essaierai de faire en sorte que ce soit pas barbant pour tout le monde de regarder des pages de manuel et de lire des pages de manuel, que ce soit un peu interactif. Ce que tu peux faire, Thomas, c'est, en ce qui concerne le Manex, c'est faire une interrogation. Ah bah voilà, on peut. Bah oui, parce que je pense que c'est marqué dans le règlement intérieur que tous les pilotes et les élèves pilotes doivent connaître par cœur le manuel d'exploitation. Donc, on va faire une, une interrogation pour commencer. Mais voilà, n'hésitez pas. En tout cas, le manuel d'exploitation et les manuels de vol, c'est des documents que vous pouvez avoir, auxquels vous avez accès. Le manuel d'exploitation, je vous montre si vous ne l'avez pas. Vous ouvrez un petit navigateur, vous allez sur votre site web qui devrait être votre page d'accueil de navigateur, à mon avis. Je partage mon écran. Ouais. Donc voilà, moi, ma page d'accueil sur mon navigateur, c'est ça. Hein. Je ne fais pas le faillot, mais presque. Vous descendez tout en bas de la page. Et tout en bas de la page, vous avez Aéroclub ATO certifié. Vous cliquez dessus. Et là, ça vous affiche un PDF manuel qui s'appelle manuel d'organisation. Donc, j'ai parlé de manuel d'exploitation, pardon. Mais voilà, manuel organisation et exploitation.
de l'aéroclub. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter déjà un petit peu en avance de phase et on en reparlera ensemble la semaine prochaine. Pour ce qui est des manuels de vol, c'est disponible dans le fichier documentation pilote qu'on vous a fourni normalement quand vous avez commencé à piloter à l'aéroclub. Voilà, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va résume share, stop share. Tac. On va clore. Je crois me rappeler que j'ai quelque chose à faire vendredi prochain, Nathalie. Ah là là, ça s'échappe déjà. Dernier vol début décembre. Alors, pour tout ce qui est les cas de chacun, quand est-ce que chacun a fait son début de vol, attendez un petit peu qu'on dépatouille de toutes les réglementations qui vont sortir au jour le jour de la DGAC et après on fera les cas par cas. Mais lisez bien les documentations qu'on vous a envoyées, mais tout ce qui se passe… ouais. Pour répondre à Jean-Michel, oui. Puisque début décembre, tu es au-delà des 3 mois et on reprend systématiquement tous les pilotes qui ont dépassé les 3 mois en leur offrant l'instruction. Donc, est-ce que ça répond à ta question, Jean-Michel? Et oui, Romuald, ça pourra faire l'objet d'une visioconférence. On prend le point, évidemment, ça fait partie des choses dont on sait que vous allez avoir besoin d'explications et avec Jean-Marc et le reste de l'équipe, on n'hésitera pas à vous en faire part si jamais il y a des questions. On ne s'échappera pas là-dessus, c'est clair. Ok, super. Eh ben, merci à vous tous. On va terminer cette présentation. Merci Jean-Marc pour ton super cours sur les niveaux de vol et pour toutes les infos. Merci à tous d'avoir participé. Merci à ceux qui ont envoyé des questions. N'hésitez pas à continuer à les envoyer les questions dans le formulaire, même si on verra comment on continue les présentations, les visioconférences. Mais ça donne du grain à moudre à l'équipe instructeur pour vous proposer des réponses et travailler ensuite sur les réponses qu'on peut vous apporter. Merci à tous, très bonne journée, très bon week-end.